La Première Guerre mondiale se caractérise également par les violences contre les civils. Violences d'abord contre les populations occupées, que ce soit à l'ouest ou à l'est. Alors, différents massacres, pillages, destructions, je vous passe les détails. L'exemple le plus connu, c'est celui des atrocités allemandes en Belgique et dans le nord de la France, notamment en 1914, c'est-à-dire lors de l'invasion. Des violences que les Allemands justifient par la peur des francs-tireurs, c'est-à-dire de populations qui prendraient les armes pour les menacer. Mais évidemment, cette justification est infondée et surtout ces massacres vont prendre une ampleur considérable. Comme vous le montre l'affiche à droite, ça va choquer l'opinion publique, notamment dans des pays neutres comme les États-Unis, et ça va participer de la mobilisation en vue de l'entrée en guerre des Américains contre l'Allemagne. La violence la plus importante, c'est évidemment le génocide arménien. Alors, ça fait partie de ces violences contre des populations accusées d'être des ennemis intérieurs. Les Arméniens, une minorité extrêmement importante dans l'Empire ottoman, ont déjà été persécutés à de nombreuses reprises, notamment depuis la fin du XIXe siècle, avec des massacres déjà de très grande ampleur. Ils sont accusés pendant la Première Guerre mondiale d'être favorables à la Russie, car ils sont chrétiens comme les Russes, et à une époque où l'Empire ottoman et la Russie sont en guerre, vous voyez ici, au niveau du Caucase, sachant que le peuplement arménien est en majorité au nord-est de la Turquie. Un génocide va être planifié, vous le voyez sur cette carte. C'est d'abord le déplacement de populations arméniennes vers l'est du pays, des massacres qui sont commis aussi directement dans les principales localités peuplées d'Arméniens, des déportations qui font également de très nombreux morts, jusqu'à des camps d'extermination directement, vous voyez, dans cette région au niveau, en gros, de la Syrie. Un génocide qui fait environ, alors les chiffres évidemment sont difficiles à définir, vous voyez que sur cette carte, on vous met estimation des massacres d'Arméniens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner de chiffres exacts par localité, mais plutôt un ordre de grandeur. Mais le génocide aurait fait 1,5 million de victimes, donc qui viennent s'ajouter, comme on le verra, au bilan des victimes de la Première Guerre mondiale. Les civils sont également directement pris pour cible par ce qu'on appelle les bombardements stratégiques, c'est-à-dire des bombardements à longue distance. Des bombardements stratégiques par l'aviation, par des zeppelins, c'est-à-dire des ballons. Alors, ces zeppelins allemands vont bombarder Paris et Londres, l'aviation alliée va pouvoir bombarder la Ruhr, par exemple, mais évidemment, ça reste assez limité, puisque l'aviation a encore une portée limitée et des capacités de bombardement limitées. Utilisation aussi de canons géants, comme la fameuse Grosse Bertha allemande, qui peut tirer à plusieurs dizaines de kilomètres de distance et qui va pouvoir bombarder Paris. Donc, il y a quelques dizaines de morts, centaines de morts à Paris, quelques destructions, mais là aussi c'est surtout l'impact psychologique qui est important sur les populations civiles. Alors, troisième et dernière partie, sortir de la guerre, et d'abord justement le bilan de cette guerre. Alors, les chiffres, là aussi très compliqués, vous en verrez vous verrez différentes estimations, ça dépend un petit peu de ce qu'on fait rentrer dans ces chiffres. Environ 10 millions de soldats, entre 9 et 10 millions de soldats, ça c'est le chiffre que vous verrez à peu près partout, parce que les chiffres sont assez fiables. Alors,
Ce tableau est assez intéressant. Vous avez la population du pays, les effectifs mobilisés dans la guerre, les morts et le pourcentage de morts par rapport aux effectifs mobilisés et par rapport à la population totale. Vous voyez, sur les 10 millions de soldats morts, 2 millions d'Allemands, 1 700 000 Russes, 1 500 000 Autrichiens, 1 400 000 Français. Et vous voyez qu'en pourcentage, ce sont ces 4 pays qui également représentent les pertes les plus importantes. Vous voyez, pour la France, le pourcentage est extrêmement important, plus important d'ailleurs que celui de l'Allemagne. 9 millions de civils, là c'est plus compliqué, ça dépend un petit peu ce que vous faites rentrer dans les chiffres. On va compter le génocide arménien, on va compter aussi les populations d'Europe de l'Est qui meurent de famine, de maladies. Il faudra aussi compter les victimes de la grippe espagnole en réalité, puisque cette grippe fait beaucoup de victimes justement à cause de la guerre, parce que les populations sont sous-alimentées. Les civils morts du fait justement du blocus en Allemagne, etc., etc. Et environ 20 millions de blessés. Ça va des blessés de guerre jusqu'aux mutilés, etc. Destruction matérielle. Les zones de combat sont souvent assez localisées, comme sur le front de l'Ouest, mais dans ces zones, vous avez des régions qui sont entièrement détruites. Vous voyez ici le nord-est de la France, en rouge, une zone complètement dévastée qui correspond au front qui est resté stable pendant plusieurs années. Je vous ai mis 600 villages français sont entièrement rayés de la carte. De nombreuses destructions d'infrastructures, ponts, routes, les mines du nord de la France que les Allemands vont inonder avant de partir, des destructions également dans l'est de l'Europe, dans les Balkans, etc. Des pays surtout qui sont ruinés, des pays qui se sont très fortement endettés auprès des États-Unis par exemple, comme la France, l'Angleterre, et du coup un climat économique qui est forcément très très difficile à la fin de la guerre et la nécessité d'une reconstruction économique pour la plupart des économies européennes. C'est le moment tout simplement où l'Europe perd sa domination économique sur le reste du monde, même si elle était déjà fortement concurrencée par l'économie américaine. Un impact social et psychologique de la guerre. C'est difficile pour des soldats de revenir à la vie civile. Alors évidemment, ils sont contents que la guerre s'achève, mais vous pouvez avoir beaucoup de rancœur contre l'arrière, contre ceux qui sont considérés comme des planqués, qui n'ont pas fait la guerre, qui n'ont pas compris ce que c'était. On a remarqué aussi le développement d'une certaine misogynie de la part des soldats vis-à-vis de femmes qui ne combattent pas et qui sont accusées parfois d'adultère. Place justement de ces femmes dans la société. Certaines ont donné beaucoup de leur personne, ont travaillé dans les usines et voudraient une place meilleure dans la société. Dans les pays anglo-saxons, elles vont obtenir le droit de vote, alors que ce n'est pas le cas, par exemple, en France. Donc voilà, une société qu'il faut reconstruire après une guerre aussi longue. Traumatisme psychologique des soldats, qui va commencer à être étudié à partir de cette époque. Le phénomène, ce qu'on appelle les trembleurs, des soldats qui vont avoir des crises de tremblement qui correspondent à un choc post-traumatique. Voilà, donc très compliqué pour ces soldats et une vie sociale, une vie intellectuelle qui va aussi être chamboulée par la guerre. Dans les pays vainqueurs, notamment en France et en Angleterre, on assiste autour notamment des associations d'anciens combattants au développement du pacifisme, un très fort pacifisme qui veut que cette guerre soit la der des der, la dernière des guerres. Et à l'inverse, ce qui a été étudié par un historien comme George Moss, la brutalisation, comme on dit, de la vie politique dans certains pays, notamment en Allemagne. C'est-à-dire que certaines pratiques de violence
qui ont pu exister sur le front se retrouvent dans la vie politique, avec notamment en Allemagne, à la fin des années 1910 et au début des années 1920, la pratique de l'assassinat politique et la présence également des groupes armés dans la société. C'est aussi le temps nécessaire de la commémoration, qui là aussi sera variable selon que vous êtes un pays vainqueur ou un pays vaincu. En Allemagne, par exemple, cette commémoration est assez complexe, difficile à mettre en place. En France, au contraire, elle va prendre des proportions assez hallucinantes, que vous pouvez observer d'ailleurs dans la région. Donc, les monuments aux morts dans à peu près toutes les communes de France, des monuments aux morts qui parfois exaltent le patriotisme, qui parfois ont une connotation plus religieuse, d'autres qui insistent sur la violence de guerre, sur les morts, voilà, tout un ensemble de monuments, des cimetières militaires à proximité des lieux de combat, et un tourisme en fait des lieux de combat qui va se développer assez rapidement. Les Français se rendant à Verdun par exemple, mais également les Anglais, les Australiens, les Sud-Africains, les Néo-Zélandais allant sur les champs de bataille de la Somme. Des cérémonies organisées le 11 novembre avec le fameux soldat inconnu qui va être déposé sous l'arc de triomphe, une pratique que l'on retrouvera dans d'autres pays, en Italie par exemple, et qui symbolise tous les disparus de la guerre. Le développement d'associations d'anciens combattants, de mutilés de guerre, qui vont avoir souvent un rôle social, caritatif, et un rôle politique extrêmement important dans certains pays. En France, ce sera des associations plutôt pacifistes, alors qu'en Allemagne, ces associations d'anciens combattants seront davantage nationalistes, pour dire les choses vraiment de façon résumée. Je le rappelle, je l'ai dit, le 11 novembre 1918, c'est l'armistice. Ce n'est pas la paix. C'est-à-dire que potentiellement, la guerre peut reprendre si jamais l'Allemagne n'accepte pas la paix qui lui est proposée. On va s'organiser à Paris, de janvier à juin 1919, une grande conférence de paix avec les délégués de 27 États. Bon, vous dites 27 à 27, ça va être long pour les négociations. En réalité, les petits pays sont rapidement exclus des négociations et ces négociations vont être menées par ceux qu'on appelle les 4 grands, que vous voyez sur cette photographie. Le président du Conseil français, Georges Clemenceau, le premier ministre anglais, David Lloyd George, le président américain, Woodrow Wilson, et le président du Conseil, Vittorio Orlando, pour l'Italie. Et d'ailleurs, Orlando sera très vite marginalisé, et l'essentiel des discussions vont se faire entre Wilson, Clemenceau et Lloyd George. Ces négociations prennent comme point de départ les 14 points du président Wilson. Donc, au moment, peu de temps avant l'armistice, Wilson a proposé 14 points pour une paix durable, avec un certain nombre de principes, notamment la fin de la diplomatie secrète, donc il faut négocier ouvertement pour éviter les guerres, et donc Wilson propose également de s'appuyer sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, afin d'éviter de nouveaux conflits. Bon, le problème, c'est qu'en réalité, ces 14 points de Wilson ne sont pas forcément respectés, parce que ces 14 points vont se heurter aux volontés des différents vainqueurs. C'est-à-dire que c'est difficile de totalement appliquer ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je vous donne simplement un exemple. L'Autriche est peuplée de populations germaniques et ces populations demandent à être attachées à l'Allemagne. Au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il faudrait le faire. Mais si on fait ça, on renforce l'Allemagne, qui est un pays vaincu, et évidemment, la France, l'Angleterre et les États-Unis le refusent.